Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Etizen et dans cette vidéo nous poursuivons l'étude des service workers en implémentant une push notification afin de fidéliser la communauté de notre site. L'utilisateur recevra la dernière notification de notre site dès l'ouverture de son navigateur. Concrètement, une personne va souscrire via un simple clic et pourra être notifiée à n'importe quel moment via une web notification. Afin d'y voir un peu plus clair sur les différentes opérations à réaliser pour que la push notification soit effective, j'ai réalisé ce petit diagramme de séquence stylisé. Nous allons reprendre notre dernier service worker en date avec l'implémentation du cache, qui, je le rappelle, s'update si le réseau est actif, sinon on va chercher les fichiers en cache s'il n'y a pas de réseau. Donc je vous invite à voir la vidéo sur le sujet. La push notification permet de réceptionner des news de votre site ou application. Dès lors que le navigateur de l'utilisateur est démarré, cela se concrétise avec l'apparition d'une notification web. Ou dès que vous décidez de publier une notif, l'ensemble des utilisateurs sera en mesure de la réceptionner en temps réel, peu importe ce qu'ils étaient en train de réaliser, qu'ils soient ou non présents sur votre site web. Niveau architecture, il nous faut nous doter d'un serveur de type push. Qu'est-ce qu'un serveur de type push? Donc le serveur de type push à proprement parler va être délocalisé, et pas nous qui allons le mettre en place. En effet, il répond à des normes et protocoles de messages push permettant d'opérer cette réception asynchrone et en temps réel auprès des utilisateurs. Ainsi, Google avec GCM, donc Google Cloud Messaging, met à disposition ce type de serveur. Mozilla a son équivalent également. Nous allons faire un serveur intermédiaire, que je nommerai malgré tout serveur push car c'est le nôtre, qui se chargera d'agréger l'ensemble des endpoints des utilisateurs, c'est-à-dire les URL d'accès fournis par les navigateurs des utilisateurs afin de pouvoir les contacter, le tout de façon sécurisée à l'aide d'un cryptage asymétrique, leur permettant de générer leur endpoint à l'aide d'une clé publique. De ce fait, seul notre navigateur possédant la clé privée sera en mesure de contacter les serveurs push Google et Mozilla. Notre serveur push peut très bien être inclus dans n'importe quel techno backend, néanmoins, pour adopter une architecture un peu plus microservice, je vais vraiment le séparer. Pour cela, je vais monter un serveur ExpressJS, ce qui est tellement rapide qu'on ne va pas se priver d'adopter une architecture moderne, facilement scalable. Donc, nous réaborderons cela lorsque nous ferons un peu de DevOps, mais avoir une architecture microservice avec un serveur d'authentification, un serveur push, un serveur pour la gestion des images, etc. c'est une manière moderne de développer et déployer les applications. Les vertus sont nombreuses avec maintenance et scalabilité accrue. Néanmoins, cela a quelques implications comme des prérequis de disposer d'une architecture totalement stateless. Bref, l'architecture microservice est à 100 000 lieues et s'oppose à cette vieille pensée d'architecture monolithique avec un énorme back-end, peu importe la techno, et qui comprendrait des milliers de lignes de code et des risques accrus de couplage fort. Là, avec cette solution, si demain il y a un bug sur la partie push notification, on aura juste à scruter cette toute petite application comportant 4 fichiers JavaScript majeurs, c'est ultra simple à débugger. A titre d'information, je vous présente ce serveur Node.js, plus précisément ExpressJS. J'utilise la dépendance WebPush disponible sur NPM. Il utilise un cryptage de données asymétrique nommé VapidKey. Donc le système de fonctionnement en fait est semblable à ce que l'on fait lorsqu'on réalise des JOT, donc des JWT. J'ai une vidéo abordant ce sujet et qui explicite comment se doter d'un système d'authentification sécurisé stateless. Donc le répertoire contrôleur contient la partie métier des notifications, réalisant le subscribe, l'unsubscribe des utilisateurs au navigateur web, ainsi que la méthode send pour envoyer une notification auprès des services Google. Notez que je stocke l'ensemble des utilisateurs, ou plutôt endpoints de navigateurs dans une base de données MongoDB hébergée sur MLab, qui possède en fait une offre gratuite pour un minimum de données, donc je n'en prive pas. Naturellement, avant d'implémenter toutes ces opérations, il nous faut générer nos clés, donc nos VapidKey asymétriques. A cet effet, j'ai écrit à la racine un fichier generateKeys.js qui va générer, printer et écrire dans des fichiers les clés à l'aide de la dépendance WebPush. Les clés sont générées en base64. La base64 encode sur des caractères pouvant transiter via URL. La bibliothèque permet de décoder à tout moment pour avoir la version brute. D'ailleurs, vous verrez au niveau de l'implémentation côté client, il attend la clé publique décodée pour réaliser la registration, c'est-à-dire générer le fameux point d'entrée. Pour cela, on passera de la base 64 à une représentation en uint8 array, permettant une représentation sur 8 bits. C'est juste de l'encodage, cela n'a pas d'importance. On peut générer nos clés en exécutant la commande nodeGenerateKeys.js. Cela les génère, la private key doit être protégée et accessible par personne. Maintenant, on va pouvoir starter notre serveur. Pour cela, un simple node index.js. Lorsque je publierai le back sur le GitHub, ce sera
directement des commandes avec npm start pour starter le backend et npm run generate pour régénérer les clés. En sortie du port, j'ai un undefined. Si je me rends sur l'index.js, on remarque que par défaut il écoute sur le port 3000, donc l'URL du backend dans notre cas c'est localhost 2.3000. Retournons au front avec notre site statique. J'ai rajouté au niveau de l'HTML un bouton de souscription. On le décommente et déclare un script JS web-push-notification.js que l'on va s'empresser de réaliser et qui va nous permettre d'enregistrer l'utilisateur auprès de notre backend. Mais avant ça, si on se rend sur le front, on a bien notre bouton de notification. On va pouvoir maintenant créer le script. Donc comme ça, pour isoler les variables globales qui traînent et isoler le contexte, on exécute l'ensemble du code dans une fonction anonyme. On va définir la variable d'URL sur laquelle taper. Je vais utiliser jQuery pour effectuer une action au moment du clic sur le bouton de souscription à la notification. Donc là c'est du JS simple, il n'y a pas à décrire plus que cela, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Je vous ai même dit que le bouton est optionnel en soi, on pourrait tout à fait installer le service worker sans que le client ait connaissance de quoi que ce soit. Mais bon, par acquis de conscience, on va quand même faire un bouton. Biaiser les utilisateurs pose des soucis d'éthique, cela dit, les grandes entreprises ne sont pas privées pour autant, étant donné que leurs service workers sont déjà installés à notre insu. Pour le moment, certes, c'est pas ultra intrusif, mais cela viendra car il y a toujours des personnes débordantes d'imagination quand il s'agit d'inspecter le comportement des utilisateurs. Donc je vais mettre un peu en vitesse rapide, car c'est pas plus intéressant que cela, c'est du simple front où le JavaScript applique quelques styles CSS et appelle les fonctions que nous allons implémenter dans un instant. Il y aura 5 fonctions à implémenter en tout et pour tout. GetSubscription, GetKey, ActiveNotification, Subscribe et Unsubscribe. Débutant par GetSubscription, qui permet de retourner la souscription de l'utilisateur le cas opportun. Il suffit de récupérer l'objet Registration de navigator.serviceworker.ready en retour de promesse, puis d'appeler la propriété PushManager et la fonction GetSubscription. Ainsi, lors du clic, si on a déjà souscrit, GetSubscription renverra la souscription en cours. Il faudra donc unsubscribe, dans le cas contraire, on subscribe. Donc tout dépend de l'existence ou pas d'une souscription. Logique. Réalisons maintenant l'active notification. Il est nécessaire de demander l'autorisation d'utilisation des notifications web, sinon l'utilisateur aura souscrit à quelque chose qu'il ne pourra pas visualiser. Cette fonction est assez semblable à celle que nous avons réalisée lors de la précédente vidéo quand on a installé le service worker au sein du navigateur web, où l'on vérifie que le navigateur supporte la technologie. On documente tout à chaque fois et passe en vitesse rapide car il n'y a pas grand chose à stipuler. Ok, on passe au cœur de cette vidéo avec la fonction de souscription que l'on va nommer Subscribe. Comme pour la fonction de GetSubscription, on récupère l'objet registration s'il y a un service worker d'installer. On fait appel à la fonction PushManager.subscribe. Cette dernière attend en paramètre un objet ayant pour propriété UserVisibleOnly à true, ainsi que la vapid public key. Pour la propriété application server key. Pour cela, on va faire une fonction getKey qui s'occupera de fournir la dite clé sous forme décodée. Il nous faut la clé en brut et non encodée en base64 comme on l'avait déjà évoqué précédemment. Ensuite, en retour, on aura une promesse contenant notre objet de souscription, enfin instancié. Il faudra se charger d'envoyer ce push subscription auprès de notre serveur push. Néanmoins, je ne peux pas l'envoyer sous cette forme car la librairie webpush l'attend sous un certain format. Pour obtenir le bon format, je fais quelques opérations qui peuvent paraître étranges de prime abord. Je le stringifie et le reparse tout de suite pour avoir aisément accès à la propriété P256 HD, accessible depuis la propriété keys facilement. Car de base, toutes les propriétés sont étrangement rangées dans un tableau de clés. D'ailleurs, c'est P256 HD, erreur que je corrigerai après. Là, il ne nous reste plus qu'à envoyer le tout au backend. Pour cela, j'utilise la fonction POST de jQuery. J'aurais pu utiliser la fetch API, mais on va utiliser un peu toutes les fonctions pour que vous puissiez visualiser les différents moyens de requête Ajax qui en fait sont juste un jeu de syntaxe. Donc on utilise la base URL auquel on ajoute /push dans la route et fournit les données dans le request body. Puis on refresh le bouton de souscription au niveau de l'interface avec la fonction setUnsubscribeButton que j'avais rapidement écrit précédemment qui s'occupe d'appliquer des modifs CSS sur le bouton de souscription aux notifications. Il ne nous reste plus qu'à implémenter le getKey et unsubscribe que l'on verra un peu plus tard. Concernant getKey, je vais requêter pour récupérer la clé publique. Je rappelle que nous serons en HTTPS, quelques soucis de sécurité sont évités, comme l'attaque du man in the middle dans ce cas précis. Car en effet, l'attaquant aurait pu renvoyer sa propre clé publique, et si on va au bout de la logique, l'utilisateur aurait souscrit auprès du serveur push de l'attaquant, qui de ce fait le contacterait par notification web, qui au clic redirigerait l'utilisateur sur un lien pouvant faire une attaque CSRF ou autre, enfin bref. C'est pas le sujet, mais HTTPS sécurise déjà pas mal la problématique.
Néanmoins, une bonne idée consisterait à écrire directement la clé publique dans le script, en dur de façon statique. Mais après se pose la problématique du renouvellement quotidien de la VapidKey pour des raisons de sécurité encore une fois, dont le renouvellement devrait se produire tous les 30 jours en moyenne, tout comme les cookies de session ou les JOT. Pour être encore plus sûr, cela consisterait à signer la VapidKey ou effectuer un cryptage RSA par-dessus. Mais là, on pousserait vraiment trop loin et c'est clairement en dehors du scope. Donc on réceptionne la base 64, à partir de là, je la décode dans un uint8 array. J'ai cherché dans le code source de la fonction décode de la dépendance webpush comment il réalisait ce décodage. J'ai extrait ce bout de code pour faire cette traduction base 64 vers uint8 array. Cela fait le job et voilà, faut pas chercher plus loin. Et comme on est dans un JS natif, dans un cadre sans module bundler, je peux pas importer la dépendance, donc je l'ai extrait moi-même. Globalement, à l'intérieur de la fonction, qu'est-ce qu'on fait? On passe du base64 à un objet blob dont on range chaque caractère encodé sous 8 bits dans un tableau, d'où le uint8 array en résultat final. Il nous reste plus qu'à réaliser la fonction unsubscribe. Dans un premier temps, on récupère la souscription en cours. Pour cela, on réutilise notre fonction getSubscription. Ensuite, on envoie une requête Ajax auprès de notre serveur en lui fournissant l'objet souscription en question afin qu'il puisse le supprimer de la BDD. Bon, cette fois pour changer, on utilise la fetch API pour réaliser ce post. Donc en premier paramètre, la route. Ici on utilise webpush URL auquel on ajoute /unsubscribe en suffixe. En second paramètre, on définit un objet littéral ayant la propriété method dont on mettra en valeur post, suivi d'une propriété headers. Ce dernier prend un objet auquel on va définir notre content type pour application/json. Et puis une dernière propriété body qui contient donc les données en request body que l'on souhaite faire transiter. Dans notre cas, on va juste envoyer l'endpoint, car c'est lui qui sert de clé unique. Il est accessible via la propriété subscription.endpoint que l'on stringifie. En retour de promesse, on pourra se charger de modifier le style CSS de notre bouton souscription. Il faut aussi penser à désouscrire côté client ou côté service worker pour être précis. Pour cela, en retour de promesse, comme toujours, il suffit d'exécuter la fonction subscription.unsubscribe. Voilà, on a fait le plus difficile, le plus tricky. Passons à un test intermédiaire pour s'assurer que tout est bien. Pour cela, on se rend sur Postman pour pouvoir envoyer une notification sur la route /send de notre backend. Concernant le header, on renseigne le content type et pour le request body, on va mettre le JSON en brut, avec donc un objet comportant un titre, un body, un éventuel tag qui permettra en cas de plusieurs notifications réceptionnées en même temps de les écraser afin de conserver la notification la plus récente se rapportant au même tag, un icône qui sera stocké sur le serveur de l'application front. En effet, le service worker dépend de cette origine et à ce titre il ne pourra afficher que les icônes provenant de cette origine. Et enfin d'éventuelles data que l'on agence comme on le souhaite. Pour ma part, je rajoute une propriété URL permettant au clic de la notification de pouvoir rediriger l'utilisateur, dans ce cas-là, vers ma chaîne YouTube. Donc si je clique, je souscris, client saved successfully. Maintenant, si on se rend sur Postman et que l'on send une notif, vous allez me dire que ça n'a pas fonctionné. À aucun moment on a traité la réception de la notification au sein de notre service worker. En effet, depuis le début, on a fait des requêtes Ajax auprès de notre back. Il est temps d'ajouter un event de réception et de traiter nos notifications comme il se doit. Ce sera notre dernière étape de cette magnifique aventure technologique. On se rend auprès de notre service worker, auquel on rajoute l'event push, pour être original. Donc l'event réceptionné est de type push message data. Ainsi, il possède quelques fonctions dans son héritage prototypal pour pouvoir parser le message réceptionné. .json, .text, .blob, .rebuffer. Il me semble que c'est le même type d'objet réceptionné lors de la réception par l'API post-message. On stocke dans une variable que l'on nomme notification. Puis on prépare un titre par défaut que l'on écrase le cas opportun. Enfin, j'effectue un wait until sur notre event qui, je le rappelle, permet de ne pas terminer l'événement tant que les instructions effectuées à l'intérieur n'ont pas été exécutées. Ici, on va appeler l'objet registration auquel on exécute la fonction showNotification, dans lequel on fournit un titre et la notif qui contiendra donc l'icône, body, tag comme vu précédemment. Au passage, lors de ma souscription, vous avez pu remarquer que l'on n'a pas demandé l'autorisation d'utiliser les web notifications. C'est dû au fait que le serveur du front tourne en localhost et que sur l'origine localhost, j'ai déjà accepté antérieurement donc l'utilisation des web notifications. Donc voilà, ceci suffit, on peut tester, donc on refresh et ferme l'onglet pour que le nouveau service worker prenne les rênes et écrase l'ancien service worker. Si vous ne comprenez pas pourquoi je fais cela, je vous invite à aller voir la précédente vidéo où j'aborde le cycle de vie des service workers. On recommence, on souscrit avec notre nouveau service worker et maintenant si depuis Postman je send une notification, on réceptionne bien notre notification en haut à droite sur Linux, en bas à droite sur Windows.
Enfin, je vous montre qu'il est possible d'envoyer la notification avec un ensemble d'actions pour éviter que l'utilisateur soit obligé de se rendre sur votre site ou application pour opérer certaines actions. Ainsi, il va pouvoir interagir avec votre site sans le gêner dans ce qu'il était en train de réaliser. Pour cela, il nous suffira d'ajouter une gestion des actions dans l'Event Notification Click du Service Worker et d'envoyer à notre serveur push les actions en question. Donc ici, like et reply, juste pour l'exemple. Ils ne feront rien, on va juste s'arrêter là. Pour synthétiser, il nous aura fallu ajouter un event push, un event notification click pour la redirection vers notre site web, et niveau back, d'utiliser une librairie web push basée sur des VapidKey, afin d'avoir un traçage sécurisé des envois de notifications. Afin de conserver un tutoriel simple d'utilisation, j'ai volontairement omis de rentrer dans les détails de la VapidKey, mais sachez qu'il y aura pas mal de liens dans la description. Juste pour votre information, notez que la VapidKey est utile entre notre serveur push et des véritables serveurs push, Google ou Mozilla. Le but à terme, c'est que si vous remarquez quelque chose d'inhabituel à propos de vos feeds, la Vapid donnera à terme la possibilité de les traquer et donc d'éventuellement vous contacter pour que tout revienne à la normale de façon souple. Dans le futur, Vapid pourrait aussi offrir des bénéfices additionnels comme des rapports à propos de nos feeds, des aides de débugage automatique et bien plus encore, seul le futur nous le dira. Le système Vapid est lui-même basé sur les JWT, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet dans le but d'obtenir une connexion stateless qui est aussi en description. Enfin, gardez en mémoire que les push notifications n'ont pas pour finalité de remplacer des technologies de messages riches telles que Google Cloud Messaging, Apple Push Notification ou Microsoft Windows Notification System. Du moins pour le moment, c'est vraiment un produit low cost à côté de ces technologies, mais totalement normalisé et orienté web, ce qui en fait une arme redoutable pour le futur. On va s'arrêter là pour la push notification et la formation autour des services workers. À moins que des demandes particulières ou des évolutions nous amènent à réouvrir cette formation, pour le moment je l'estime assez complète. Cependant, il y aura très certainement une vidéo autour des Progressive Web Applications qui reparlera sans nul doute des services workers et de la mise en place d'un manifeste pour écrire notre Progressive Web Application. Car en effet, il nous manque plus que le manifeste qui est assez trivial à déclarer pour que ce petit site web devienne une Progressive Web Application à part entière, utilisable en mode déconnecté et doté de notifications. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Pour ma part, je vous dis à très vite pour aborder les technologies du web de demain. Peace!